Bonjour, je suis Delphine Zanelli. Bienvenue dans le podcast L'entreprise de demain, le podcast de tous les bâtisseurs du futur du travail. Celles et ceux qui le vivent, le créent, le questionnent et chaque jour le réinventent. Une entreprise plus vertueuse et soucieuse de son impact social pour une société meilleure. Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode. Ravi de vous retrouver pour une des dernières interviews de la saison 3. Nous sommes déjà le 30 juin. La moitié de l'année 2022 est passée. Il va être temps de faire un point à mi-année, savoir ce qu'on a fait de ces 6 premiers mois, observer ce qui a bien fonctionné, pourquoi, les talents qu'on a développés, se féliciter aussi. Mais également et surtout se demander ce qu'on va faire et ce qu'on veut faire des 6 prochains mois. Vous avez peut-être le sentiment que le temps a filé, que le quotidien a pris le dessus, que vos envies, vos aspirations, vos objectifs, vos ambitions, vos rêves sont un peu partis aux oubliettes. La bonne nouvelle, c'est qu'il vous reste 6 mois et que vous pouvez encore intégrer ou faire intégrer vos managers ou vos talents à la corde du programme de l'entreprise de demain. Alors en fait, il vous reste 6 mois pour reprendre pied, pour prendre confiance dans votre management, pour devenir le leader que vous avez envie d'être, pour booster et faire rayonner vos talents, les vôtres et ceux de vos managers. Les 6 prochains mois seront sans doute aussi remplis que les 6 précédents. Sauf que ma proposition, c'est qu'avec 1 heure par semaine, sur 6 mois, vous allez transformer vos pratiques. Vous mettez à profit l'été, vous êtes prêt pour la rentrée, et vous terminez l'année avec la satisfaction d'avoir réellement fait évoluer les choses. Et donc pour ça, vous intégrez le programme de l'entreprise de demain, un programme de développement managérial pour apprendre des pionniers, donc on va plus vite, découvrir leurs secrets, et on accélère la transformation de nos pratiques pour pouvoir engager nos équipes, ou que nos managers puissent engager leurs équipes, pour attirer les meilleurs, pour performer et pour que chacun puisse prendre plus de plaisir à manager. Donc cette nouvelle cohorte, cette nouvelle promotion, elle commence en juillet, elle termine en décembre. Il y a 50 places à 1 950 € au lieu de 2 950 €. C'est jusqu'au 15 juillet. Ça, c'est le tarif entreprise. Le tarif particulier, c'est 300 € par mois sur 6 mois, si vous souhaitez le faire pour vous-même. Et c'est premier arrivé, premier servi. Et dans ce package, chaque participant a accès à 2 parcours thématiques, à 12 calls de coaching collectif, parce que la force de ce programme, c'est d'avancer en communauté, en cohorte, de se soutenir, de pouvoir échanger librement, aussi partager ses expériences, apprendre des autres. 3 heures de coaching individuel, parce que c'est aussi important de pouvoir faire le point à chaque grande étape. Un duo de peer coaching pour se stimuler, s'engager avec quelqu'un, et puis quelques bonus secrets pour que vous ne lâchiez rien. Et bien sûr, si vous êtes RH et que vous faites intégrer vos managers, vous avez des entretiens supplémentaires pour qu'on se mette d'accord, pour faire le point, pour aider le suivi et pour faire le bilan. On se retrouve de l'autre côté ? Rendez-vous sur l'entreprisededemain.com. Vous allez dans Prenons rendez-vous ou vous m'écrivez delphine.zanelli, @l'entreprisededemain.com. Venons-en à l'épisode du jour. J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Philippe Rayou. Philippe, j'ai eu la chance de le rencontrer via French Founders. French Founders, c'est un réseau qui se décrit comme la première plateforme business internationale pour vous accompagner dans votre parcours professionnel ou entrepreneurial. J'avais envie, vous le savez, de vous proposer une série d'interviews de Français expatriés. Donc je me suis tournée vers French Founders, qui a un réseau très important, pour qu'ils puissent me mettre en contact avec des dirigeants et dirigeantes un peu partout dans le monde. Donc nous commençons cette série embarquement immédiat. Alors, point important, on a enregistré cette interview alors que Philippe était enfermé avec sa famille au début du confinement de Shanghai. Philippe est depuis rentré en France, après de très nombreuses années à Shanghai, et il est à la recherche d'une nouvelle aventure professionnelle. Philippe nous partage ici son analyse de la transformation du travail et de l'évolution des pratiques managériales en Chine, où il a travaillé longtemps, donc il a un vrai recul, et c'est passionnant. C'est parfois surprenant aussi, et vous allez voir, c'est très rapide, c'est à la vitesse de la Chine. Alors pas les propos de Philippe, mais la transformation. Vous allez pouvoir jouer au jeu des 7 différences, bon, il y en a même plus,
Et surtout, vous allez pouvoir vous inspirer, mieux comprendre comment fonctionne le monde du travail en Chine. Ça n'a pas vocation à être exhaustif, mais ça donne une idée assez précise. Et je remercie encore Philippe pour ce regard nourri et ses partages. Bonne écoute. Au revoir Philippe. Bonjour Delphine. Merci d'avoir accepté mon invitation sur le podcast. Donc Philippe, vous êtes basé aujourd'hui à Shanghai. Vous êtes le premier en fait d'une série d'interviews que je souhaite mener un petit peu de Français expatriés à travers le monde pour un petit peu comprendre ce qui se joue aussi sur les transformations du travail ailleurs qu'en France. Et on a été mis en relation pour cela par French Founders. Donc Philippe, pour commencer, je vais vous laisser vous présenter. D'accord, merci Delphine pour cette invitation et je suis honoré d'être le premier de ce que j'espère une longue série. Donc Philippe Rayou, j'ai 53 ans et je suis le papa de 2 garçons. Comme vous l'avez mentionné, je vis à Shanghai et je suis en Chine depuis 18 ans. Mon parcours professionnel est jalonné par des expériences à la fois dans des grandes entreprises françaises et internationales, mais également des PME, avec un bref passage dans l'entrepreneuriat. Et je dirais que j'encadre des équipes depuis plus de 20 ans et je consacre beaucoup d'énergie au développement de mes collaborateurs. Voilà. D'accord. Et aujourd'hui, là, vous êtes à Shanghai, sur quel poste ? Alors aujourd'hui, je viens de quitter mes fonctions de directeur général d'une entreprise industrielle et je suis au terme de toutes ces années en Chine en mutation puisque j'ai décidé de rentrer en France afin de prendre un nouveau départ. D'accord. Alors, merci. On va partager un petit peu. J'avais envie de vous demander un petit peu quels étaient votre à travers votre regard, votre expérience, quelle était la réalité de la relation au travail en Chine et des pratiques managériales. Donc, on va peut-être commencer par un petit peu de poser le paysage un petit peu. Donc, on a tous un peu des idées parfois préconçues de la façon, des relations au travail en Chine. Est-ce que vous pouvez nous décrire quelle est l'ambiance, le contexte, comment ça se passe et comment vous les avez vus évoluer ? Alors, je pense que c'est important de poser un petit peu quelques éléments de contexte. Pour moi, je pense qu'il y a un point de départ qui a eu lieu en 1992 avec le fameux discours de Deng Xiaoping, lorsqu'il exhortait les Chinois à retenir les meilleurs éléments du capitalisme afin de construire le socialisme à la chinoise, et où il a lâché sa fameuse phrase « Enrichissez-vous ». C'est vraiment un point de départ parce que les 30 années qui ont succédé à ce discours, quelque part, montrent que la Chine a une croissance sans précédent, une croissance à 2 chiffres. Alors certes, un petit peu impactée au cours des 2 dernières années à cause de la pandémie mondiale. En même temps, ça a permis chez les Chinois de créer une foi inébranlable en l'avenir. Et ça, c'est un élément également très très important. Et enfin, je dirais qu'on a tous été le témoin d'un développement à la fois économique et social inégalé dans le monde sur une durée aussi courte. Hein. Donc ce préalable étant posé, je verrai les transformations du monde du travail selon plusieurs angles. D'abord, je parlerai des plus anciens. Alors les plus anciens, c'est les gens qui aujourd'hui ont 40 ans et plus, hein, dont je fais partie, ouais. Qui ont vraiment toujours une approche laborieuse du travail. Ce que je veux dire par là, c'est que le travail représente pour ces gens-là un statut social, mais c'est également un moyen de soutenir toute une famille. Il faut savoir qu'en Chine, il n'est pas rare que 2 actifs contribuent au soutien financier de 2 grands-parents, de 4 grands-parents et d'un, voire plusieurs enfants. Hein, donc ça, dans la société traditionnelle chinoise, c'est encore un schéma assez courant. En même temps, ces gens-là sont dans une optique où leur travail leur permet également d'économiser. Il faut économiser à tout prix parce que on ne sait jamais, les temps difficiles pourraient revenir. Et donc, je dirais que leur approche vis-à-vis du travail démontre une certaine forme de loyauté à la fois envers l'entreprise, mais aussi envers leur patron. Hein, la place du patron est très importante. Par opposition à ce que j'appelle ces anciens, je parlerai des plus jeunes. Les plus jeunes, c'est une histoire vraiment différente qu'il faut mettre en miroir aussi de l'évolution de la société chinoise. Aujourd'hui, il y a de moins en moins de mariages,
de plus en plus de divorces. Donc quelque part, le noyau familial est en train de changer de configuration. Ces jeunes sont élevés avec un souci d'autonomie beaucoup plus grande, et ils ont gagné une autonomie beaucoup plus grande par rapport à leurs aînés. Ce sont ceux qui ont cette foi inébranlable en l'avenir. Ils sont ouverts sur le monde qui les entoure. Et quelque part, je dirais qu'ils sont à fond dans la société de consommation et dans la société de loisirs. Donc pour ces gens-là, le travail n'est plus quelque chose de laborieux, mais c'est vraiment, on pourrait considérer comme une commodité. C'est-à-dire qu'on peut en changer lorsque quelque part on ne trouve plus sa place dans l'entreprise ou dans le job dans lequel on est. On peut même être amené à changer de carrière, ce qui était bien évidemment inconcevable par rapport aux aînés. D'accord, donc quand même un gros changement de relation au travail quand même. Absolument. Et si vous voulez, je peux vous donner un exemple. Par exemple, les entretiens d'embauche, c'est assez significatif. Lorsque je vois arriver des jeunes, et c'est encore plus valable avec les fameuses générations Z, bien évidemment. Mais l'entretien est principalement axé sur ce que l'entreprise peut leur apporter, et pas forcément sur ce que eux peuvent apporter à l'entreprise en termes de contribution. Ayant grandi en France, je me rappelle de mes premiers entretiens où il fallait surtout mettre en avant ce que nous on allait pouvoir apporter à l'entreprise. Là, on est dans un modèle complètement différent. Alors, modèle qui est vrai en Europe, parce que en Europe, enfin, on constate ça très fort. Le rapport s'est complètement inversé, et dans les entretiens, d'ailleurs, il y avait pas mal de dessins humoristiques qui ont circulé récemment, où c'était en gros, le rapport est totalement inversé sur qui doit convaincre l'autre, en fait, qui doit séduire. Donc, alors, c'est certainement pas effectivement une spécificité chinoise. Non, mais par contre, c'est intéressant de voir que ça a aussi évolué dans un pays avec des traditions et une valeur du travail qui était différente, et j'ai envie de dire plus laborieuse, comme vous évoquiez. Donc quelque part, nous, l'évolution, elle est plus en filigrane. Vous, j'ai l'impression que l'évolution, elle est quand même assez forte. Parce que tout est accéléré. En Europe, on va le constater dans toutes les générations, ce changement de rapport, beaucoup plus. Vous expliquez qu'en Chine, on va quand même le constater plutôt sur les nouvelles générations que sur les anciennes générations. On va garder cette tradition, cette valeur du travail qui est ancrée, en fait. Absolument. Et comme je disais en préambule, tout ça est accéléré, bien évidemment, par la rapidité à laquelle l'écosystème évolue en Chine. Ouais. Mais ce qui est intéressant, je pense qu'effectivement, c'est assez similaire avec ce qui se passe en France. Juste si vous permettez, dans les entretiens d'embauche, ce que les gens vont chercher vraiment à comprendre, c'est à la fois en quoi l'entreprise qui leur propose un emploi va pouvoir contribuer à leur prestige et à leur réputation. Donc ça, c'est très important. Bien évidemment, la compensation va être un axe majeur de la discussion. Ils seront intéressés de savoir aussi comment l'entreprise va pouvoir participer à leur formation, à leur développement personnel. Et puis, bon, ça, c'est vraiment une spécificité chinoise. C'est vrai que la notion de team building est très importante. Donc, le team building, souvent, c'est un voyage qui va avoir lieu une fois par an pour récompenser les collaborateurs. Alors, selon le niveau de l'entreprise, bien évidemment, ce sera un voyage plus ou moins lointain. Mais ça, c'est aussi un élément assez important de l'attraction et de la rétention des talents. Je pense que la différence peut-être avec les jeunes collaborateurs français, c'est qu'aujourd'hui, la contribution de l'entreprise vis-à-vis de la société et vis-à-vis de l'environnement n'est pas encore un sujet. Si j'ai bien compris la réalité du travail en France, les gens accordent bien évidemment une place de plus en plus importante à la manière dont l'entreprise peut contribuer justement à toute la responsabilité sociétale en fait et environnementale. En Chine, c'est pas encore un sujet. Il n'y a pas encore cette conscience. Non. Et par contre, par rapport à ce que vous disiez sur le team building, qui est intéressant, donc on en avait parlé en préparation de cet entretien, vous expliquiez l'importance en fait de ce que l'entreprise propose comme activité à côté de l'entreprise. Oui. C'est vrai que c'est pas quelque chose. Alors c'est quelque chose qu'on fait en Europe. On fait des team building
mais c'est pas quelque chose qui est valorisé comme tel. Et c'est vrai que c'est important parce que en France on a les CE aussi qui organisent des voyages à Correvio, des choses comme ça, mais le fait que l'entreprise se disent tiens, enfin je pense que pour les personnes des RH, les dirigeants qui nous écoutent, c'est intéressant de se dire finalement quand on est en pleine question sur l'attractivité et la rétention, l'intérêt d'avoir un séminaire annuel pour tous les collaborateurs, d'avoir des choses comme ça qui sont certes des coûts mais qui sont aussi qui ont beaucoup de vertus quand on le fait bien pour l'avoir pratiqué longtemps, pourrait, c'est vrai, rentrer dans la discussion un peu différemment. Ne serait-ce que pour éclairer nos collaborateurs, les emmener voir d'autres choses, leur ouvrir, etc. Donc je trouve qu'il y a une idée pour moi ici à prendre. Voilà, c'était un petit... Oui, c'est vraiment une spécificité et ça fait clairement partie des avantages en nature pour le collaborateur. Hein. Et souvent, le team building, il y a quand même deux grands rendez-vous. Il y a ce qu'on appelle d'abord le dîner annuel, hein, qui a lieu en général avant le Chinese New Year, le Nouvel An chinois, avec bien évidemment une tombola à la fin. Et donc ça, il y a toujours des lots assez intéressants à gagner. Hein. Ça peut aller jusqu'à l'iPhone ou jusqu'au lingot d'or. Hein. Moi, j'ai vu ça dans une de mes expériences. Et puis après le deuxième pilier important de ces team building, c'est justement le voyage, où effectivement en fonction de la taille de l'équipe, du niveau de performance de l'entreprise, de sa trésorerie, etc. Ça peut être un voyage à 3 kilomètres du site, comme ça peut être un voyage au-delà des frontières de la Chine. Et l'occasion, notamment pour les collaborateurs, d'aller à l'étranger pour la première fois. Hein. Donc c'est quelque chose qui est très important. Non mais j'entends bien et je trouve ça intéressant et c'est vrai que pour moi il y a aussi cette notion de, alors c'est pas le cas là par rapport à la Chine forcément, mais je rebondis sur cette notion d'emmener ses collaborateurs s'ouvrir à d'autres choses, se nourrir à d'autres choses qui peut nourrir leur créativité et qui peut être une vraie valeur ajoutée. Est-ce qu'il y a d'autres spécificités que vous vouliez aborder ou est-ce qu'on part peut-être sur les pratiques managériales? Non, alors sur les spécificités, l'évolution et la transformation du travail, je voudrais juste rajouter 2-3 petits mots, si vous le permettez. Bien sûr. Parce que quelque part les mutations sont importantes. Je pense qu'aujourd'hui la Chine ne veut plus être l'usine du monde. Hein, c'est-à-dire qu'elle veut prendre sa part en tant que deuxième économie mondiale dans tout ce qui est tech, intelligence artificielle, robotique, blockchain, innovation, etc., etc. Elle veut se débarrasser de son image d'usine du monde. Et ça, c'est important parce que forcément, ça veut dire que ça donne lieu à des transformations très importantes au niveau de la société. Alors non seulement on va mettre l'accent sur l'éducation des enfants, hein, qui commencent depuis leur très jeune âge avec à grand renfort de cours de maths renforcés, de musique, de cours de langue, mais ça va aussi se concrétiser par l'attraction de talents étrangers, où c'est de plus en plus difficile d'avoir un visa de travail maintenant pour résider en Chine. Par contre, tous les talents étrangers qui peuvent amener de la valeur par rapport à la stratégie du pays pour aller justement vers plus de valeur ajoutée, eh bien c'est assez facile finalement d'avoir des incentives et d'avoir le visa qui va bien. Alors ça a une conséquence, hein, c'est que bien évidemment on a de plus en plus de difficultés pour recruter de la main-d'œuvre qualifiée. Clairement, les cols bleus sont en pleine conversion puisque et ça s'est accéléré au cours des 2 dernières années depuis l'émergence du Covid, où finalement beaucoup d'ouvriers, et moi j'ai vu ce phénomène dans mes usines, finalement se sont aperçus que avec l'émergence de nouveaux métiers, notamment les livraisons à domicile, eh bien ils peuvent être livreurs, ils peuvent être chauffeurs. Et pour des rétributions largement supérieures à ce que les industries peuvent leur offrir. Donc quelque part en parallèle de cette conversion, il y a bien évidemment une éclosion du phénomène d'auto-entrepreneur. Et puis clairement la société évolue bien rapidement. Hein. On passe d'une société à forte dominante col bleu
vers une société de services et où les cols blancs finalement deviennent la norme. Hein. C'est assez similaire finalement de ce qui s'est passé en France il y a quelques dizaines d'années, à la sortie des 30 Glorieuses, où effectivement on a commencé à dévaloriser finalement quelques savoir-faire manuels. Il fallait que tout le monde fasse des études, et là la Chine est exactement dans cette mouvance-là. Mais de manière accélérée aussi. Et de manière accélérée, voilà. Et la conclusion de cette mutation, si vous voulez, c'est que, comme l'avait dit Deng Xiaoping, au final, les gens se sont enrichis. Hein. Ouais. Et je citerai juste deux exemples. Le premier, c'est que le salaire de base a été multiplié par 3 au cours des dernières 14 années. Hein, ça, c'est ce que j'ai pu vraiment témoigner. Et puis aujourd'hui, la rémunération d'un ingénieur ou d'un cadre moyen est en tout point similaire au niveau de rémunération de la France, si ce n'est même supérieur. Hein. Et enfin, voilà. Et enfin, Shanghai, où j'habite, est devenue la ville la plus chère du monde en 2022. Donc tout ça, ça témoigne bien évidemment de ce formidable essor, développement et enrichissement de la Chine. D'accord. Et alors, maintenant, est-ce qu'on peut passer sur les pratiques managériales, un peu plus sur le type de management? En préparation de cet épisode, voilà, vous m'avez dit, il y a quand même des spécificités bien particulières, mais je vais vous laisser les dérouler par vous-même. D'accord. Alors, je parlerai plutôt de défis managériaux, hein, ouais. mais avant de parler de défis, je vais quand même parler des points très positifs, enfin, en tout cas de mon point de vue. Donc un point assez positif, c'est que dans les entreprises, il y a soit pas de syndicat, soit un syndicat unique, et en général qui est plutôt un syndicat conciliant et on va dire qui est dans la construction de la relation avec le board et les employés. D'accord. Donc ça forcément, ça nous donne une flexibilité qui est quand même assez unique. Hein. Ouais. Je vais vous donner quelques exemples. Je reviens là aussi au Covid parce que je crois que pour tout le monde, ça a été une période assez importante de transformation avec la chute de l'activité et le souci, bien évidemment, de préserver l'emploi. Eh bien, j'ai proposé à mes employés de passer en temps partiel, ce qui est une notion qui est vraiment pas du tout développée en Chine, qui était pas du tout développée jusqu'à présent en Chine, avec bien évidemment une réduction de salaire. Le deal, c'était que ce soit bien évidemment sur une période assez limitée, et tout le monde a accepté sans aucune contestation. Hein. Toujours pour illustrer ce phénomène de flexibilité, il est pas rare que un vendredi soir, on ait besoin d'un peu plus de monde pour assurer les productions du week-end. Eh bien, on demande aux gens et en général, ils acceptent immédiatement, même s'ils avaient prévu de passer un week-end avec des amis ou d'emmener leur fils ou leur fille faire du violon. Hein. Donc ça, c'est une flexibilité, je pense, qui est assez unique et assez caractéristique de la Chine. La notion de travailler plus pour gagner plus, c'est quelque chose qui leur parle vraiment. Hein. Autant on est pour travailler avec des multinationales, on est freiné dans le nombre d'heures supplémentaires que nos collaborateurs doivent faire parce que ça fait partie des normes occidentales et du respect du travail et du repos de l'individu. Autant pour les Chinois, c'est vraiment quelque chose qui les embête parce que eux, ils voudraient travailler beaucoup plus si ça leur permettait de gagner beaucoup plus. Donc ça, c'est aussi une différence assez importante avec ce qu'on peut voir en France et en Occident en général. Voilà. Et dernier point par rapport à ces plus du management, l'agilité. L'agilité est vraiment une notion dont on parle beaucoup, y compris en Europe, mais qui ici est vraiment illustrée un petit peu dans la vie de tous les jours. Et on comprend facilement qu'avec un tel développement économique au cours des 30 dernières années, sans agilité,
ça n'aurait pas été possible. Hein. Donc ça, c'est vraiment un des points très très forts de ce pays. Oui. D'accord, c'est vraiment j'allais dire, voilà, vous allez repartir avec quoi justement de tout ça? Justement, l'agilité, je pense que c'est vraiment. Enfin, moi, je vais repartir avec, je pense, deux principes importants. Hein. Le premier principe, c'est vraiment l'idée que rien n'est impossible. Hein. Ça, voilà, c'est-à-dire que même si ça défie mes principes ou si ça me pousse hors de la zone de confort, non, rien n'est impossible. Et ça, c'est aussi une des composantes de la Chine, c'est qu'on croit tellement, voilà, c'est un petit peu le rêve. On a parlé à un moment donné du rêve américain, maintenant je serais parlé du rêve chinois. Hein, tout est possible. Voilà. Et le deuxième principe, c'est effectivement ce principe d'agilité, à la fois dans les prises de décision, mais aussi dans l'exécution, parce que c'est primordial si on veut embrasser les changements auxquels on est confronté finalement de manière permanente. Ah, du coup, on pourrait faire un épisode complet sur l'agilité. Vous pourriez nous partager justement des points plus détaillés, parce que c'est quand même. Avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Est-ce que vous voyez autre chose à ajouter sur les pratiques managériales ou Oui, alors sur les pratiques managériales, je pense que il y a j'ai parlé des points positifs que sont la flexibilité et l'agilité. Maintenant, voilà. Les points moins positifs, si vous voulez, qui sont vraiment assez caractéristiques, assez typiques pour avoir beaucoup échangé avec des collègues, avec des cabinets de recrutement, avec des professionnels des RH, c'est que en termes de leadership, quelque part, si les collaborateurs locaux, et là je fais plutôt un focus sur les cadres moyens, mais le leadership reste quand même relativement faible, et c'est quelque chose qui a peu évolué au cours de ces 20 dernières années, enfin de mon point de vue. Alors ça se traduit par quoi, ce que je suis en train d'illustrer, c'est bien évidemment une difficulté en termes de prise de décision et prise d'initiative. Mais c'est aussi un manque de drive dans l'exécution. Clairement, on voit les problèmes, mais on va pas, personne va se lever pour dire, là il y a un problème, allez mettons-nous ensemble et essayons de voir comment on peut le contourner ou le résoudre. Voilà. Donc c'est Alors pour moi, ça vient principalement de deux éléments. Le premier, c'est le système éducatif, où dès son plus jeune âge, l'étudiant chinois, on l'apprend pas à analyser et on l'apprend pas à contredire. C'est-à-dire que les collaborateurs sont capables vraiment de beaucoup de travail d'assimilation de données, apprendre par cœur, lire des pages de texte. Ils ont une capacité de travail là-dessus qui est phénoménale. Par contre, dès lors qu'il s'agit de passer dans l'analyse ou dans un mode de confrontation, de contradiction, ça c'est très très compliqué. Donc, je pense que cette absence de leadership ou ce peu de leadership est lié d'abord au système éducatif, et puis je pense qu'il faut ajouter au système éducatif aussi un certain nombre de filtres culturels, parce que comme vous le savez, dans la société chinoise, il est très important de donner de la face. Et donc de fait, ça va être difficile par rapport à un collaborateur qui n'a pas une bonne performance d'aller lui dire, de le mettre dans une situation où quelque part il risquerait de perdre la face. Donc ces deux éléments combinés, je pense, contribuent vraiment à ce faible leadership. Et si ça permettait d'étayer un petit peu mes propos, regardez dans le grand concert des leaders économiques mondiaux. On parle souvent des Bill Gates, Elon Musk, Jack Welch, etc., etc. Et finalement, il y a très très peu de place pour les grands leaders chinois. Tout le monde connaît Jack Ma, le fondateur d'Alibaba. Mais les grands leaders chinois sont assez absents pour le moment
du concert mondial des grands leaders économiques. Là, ce que je pouvais vous dire sur les défis managériaux, et je passerai très rapidement sur le coût du travail, hein, qui devient un véritable défi également, parce que j'ai parlé de l'augmentation exponentielle du coût du travail au cours des 15 dernières années, mais en parallèle de cela, il y a également une augmentation quasi mécanique des salaires de 5% par an, hein, et je dirais presque sans forcément de corrélation directe avec la performance. Alors ça, c'est bien évidemment pour pouvoir suivre une inflation, hein, qui est quand même assez élevée, mais c'est quelque part une augmentation qui, quand on parle de 5% par an depuis des années, je suis sûr que nos auditeurs français, quelque part, ça devrait les interpeller. Ouais, c'est ça. Voilà. Et puis, voilà, c'est principalement ce que j'avais envie de partager avec vous par rapport à ces défis managériaux. Alors, pour la toute dernière question, Philippe, donc c'est grâce à French Founder qu'on se retrouve aujourd'hui, comme je disais en introduction. Oui. Et j'aurais voulu savoir que vous me disiez un petit peu pour vous justement qu'est-ce que ce type de réseau vous apporte et pourquoi justement dans les positions que vous occupez. Alors d'abord vous l'avez dit, hein, c'est-à-dire que c'est un réseau. C'est l'occasion de réseauter avec des gens qui partagent la même langue, la même culture et la même expérience du terrain chinois. Donc quelque part, c'est vraiment ce qui permet d'avoir des échanges très très riches. Et puis en même temps, French Founder, c'est... Pardon ? Je disais de se sentir moins seul aussi peut-être, parfois. Alors de se sentir moins seul, oui, à partir du moment où on est capable où on peut partager, voilà, nos problèmes du moment, qu'ils soient conjoncturels ou personnels, effectivement, on se sent moins seul, hein. Et puis ça permet bien évidemment de mettre en commun des best practices, de se nourrir de la manière dont les autres membres du club ont vécu telle ou telle situation qui se présente à vous aujourd'hui. Donc ça, c'est extrêmement riche en expérience et en relations humaines. Et puis au-delà d'un réseau, French Founder, c'est aussi des webinaires, c'est aussi des réunions en présentiel, des petits déjeuners qui permettent de servir de plateforme pour des échanges sur des thématiques particulières. Merci pour votre temps et pour cette interview. Je vous en prie. Merci à vous. Merci pour votre écoute. J'espère que l'épisode vous a plu. Faites-le moi savoir en laissant des étoiles et des commentaires sur Apple Podcasts. Cela me permet de le faire connaître, le podcast, et m'encourage à le poursuivre. Rejoignez-moi également sur le groupe LinkedIn L'Entreprise de demain pour échanger avec d'autres auditeurs, proposer des invités. Je vous donne rendez-vous jeudi prochain pour un nouvel épisode. Cette série est produite par Delphine Zanelli et Ose Masterclass. Réalisation sonore Cyril Carillon et au micro Delphine Zanelli.